Bonjour à tous. À Nous plus. avons démarré l'enregistrement Ça marche pas. de l'événement. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer. Les gens arrivent progressivement. Je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un nouveau webinaire EduRénov sur l'ingénierie financière, sur les financements. On va voir ensemble comment, voilà, sur l'heure qu'on a ensemble, comment construire un budget efficace, comment sécuriser le plan de financement de son projet. Donc, on va parler ingénierie financière, on va parler voilà, de toutes les méthodes qu'on a voilà, pour construire son budget quand on est face à un projet de rénovation de bâtiments scolaires en particulier. Moi, je suis Silo Hermile, je suis responsable du déploiement du programme EduRénov. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'un certain nombre de personnes, d'experts et d'une commune pour témoigner. Alors, on va commencer par une petite présentation du programme EduRénov avec ma collègue Philippine Soupiro, qui est chargée de projet ingénierie. Bonjour. Euh, On enchaînera avec une petite présentation de nos produits financiers qu'on a à la Banque des Territoires qui servent à financer justement les projets de rénovation de bâtiments scolaires avec Véronique B, chargée de développement territorial pour la région Grand Est. On enchaînera avec une intervention de Paul Giraud-Hanin, qui est expert en financement chez Deloitte, qui voilà, a déjà mené l'accompagnement d'un projet en particulier de la commune de Mundolsheim, qui du coup enchaînera ensuite pour voilà, nous raconter un peu son projet de rénovation scolaire et la manière dont voilà, le programme EduRénov l'a accompagné et en particulier comment s'est déroulé l'accompagnement avec Deloitte. Et donc, on aura aujourd'hui avec nous le plaisir d'entendre Annick Martwener, première adjointe en charge du cadre de vie et de la participation citoyenne, et Monsieur Serge Kurt, adjoint au financement donc de la commune de Mundolsheim. Et donc, si vous le voulez bien, on commence tout de suite. N'hésitez pas, pendant toute la durée du webinaire, à poser vos questions dans la conversation. On y répondra au fur et à mesure. Et on prendra un temps, en fin de webinaire d'ailleurs, dans les 15 dernières minutes, voilà, pour un temps de questions-réponses, pour voilà, voilà, vous laisser la parole et puis répondre à toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu dans le chat tout au long du webinaire. Alors, quelques mots peut-être en introduction, juste vous rappeler pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le programme EduRénov, voilà ce que c'est que ce programme et ce que ça recouvre. Donc, le programme EduRénov existe maintenant depuis 2 ans. C'est un programme de la Banque des Territoires qui se propose de faciliter la vie des collectivités dans leurs projets de rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Pour ça, on a une offre d'accompagnement qui se résume en 3 grandes briques que vous voyez ici. Donc une première brique qu'on a appelée centre de ressources, animation, avec ce qu'on fait par exemple aujourd'hui ce matin comme voilà, ce webinaire qu'on organise, ça fait partie de cette brique d'animation. Donc, on essaie voilà, de mettre à disposition des connaissances, des expertises pour les collectivités. On écrit des guides, on organise des webinaires avec différents experts sur plein de sujets différents. Aujourd'hui, c'est sur le financement, mais on peut avoir des webinaires plus thématiques, plus techniques. Et on produit ce qu'on appelle des cas d'école, c'est des fiches projets. Qui montrent voilà, des exemples de projets de rénovation voilà, aboutis. On a une grande brique d'accompagnement en ingénierie, et ça, on va y revenir juste après, donc je ne vais pas détailler. Et puis, une brique, évidemment, sur le financement. Ça, c'est vraiment le cœur de métier de la Banque des Territoires, sur plein d'autres sujets d'ailleurs que celui de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Mais aujourd'hui, ce sera notre sujet. Et donc, voilà, on va vous présenter en particulier deux produits financiers, l'EduPrêt et l'Intracting aujourd'hui, qui servent à financer les travaux de rénovation de bâtiments scolaires. Je laisse la parole à Philippine Soupiro, qui est chargée d'ingénierie pour le programme EduRénov. Je pense que ton micro est coupé, Philippine. Enfin, je ne vois pas, mais on Oui, t'entend tout pas. à fait.
Donc, si on se concentre sur la brique d'accompagnement en ingénierie qu'on propose à travers le programme EduRénov, ça se traduit de la façon suivante. On a, via un marché public, sélectionné des experts, des bureaux d'études qui peuvent vous accompagner dans votre projet de rénovation scolaire à travers différentes prestations qui sont prises en charge à 100% par la Banque des Territoires. L'idée, c'est de vous accompagner en fait à un moment dans la phase amont de votre projet de rénovation pour vous aider à franchir l'étape suivante et vous accompagner dans la construction de votre projet de rénovation. Toutes les collectivités sont éligibles à cet accompagnement à partir du moment où elles ont un projet de rénovation de bâtiments scolaires, donc crèche, école, collège, lycée, etc. Et c'est pris en charge à 100% par la Banque des Territoires. On a imaginé en fait des prestations qui vont de l'audit énergétique à l'accompagnement financier pour pouvoir vraiment vous accompagner là où vous en avez besoin. On a trois grandes typologies que vous pouvez voir sur la présentation qui, dans un premier temps, c'est l'appui technique. On a également l'appui au montage juridique et financier, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et on a également des prestations d'assistance à maîtrise d'usage, l'AMU, qui est l'appui à la concertation avec les usagers du bâtiment. Donc cette image, elle reprend vraiment l'ensemble des prestations pour lesquelles vous pouvez être accompagné en ingénierie à travers le programme. Donc ça va vraiment, comme je vous le disais, de potentiellement vous aider dans un schéma directeur immobilier énergétique de vos écoles, potentiellement un audit énergétique, mais on peut également vous aider à d'autres phases. Si par exemple vous êtes déjà accompagné sur ces étapes-là par des structures d'ingénierie locale sur votre territoire, on peut venir vous aider à d'autres moments, comme par exemple vous aider pour la rédaction d'un programme technique détaillé ou pour vous aider dans la sélection de la maîtrise d'œuvre. Donc voilà, on vient vraiment en complément de ce qui existe déjà dans vos territoires et pour pouvoir vous appuyer en fait encore plus tout au long de votre projet. Aujourd'hui, la raison pour laquelle on est réunis, c'est pour les prestations qui sont en bleu, donc l'audit flash et scénario de financement et montage de dossier. Et c'est là que je vais m'attarder un peu plus et Paul complétera par la suite. Donc, pour vous accompagner en fait, entre la phase technique de votre projet, vous avez fait toutes vos études techniques et ensuite il faut lancer les travaux. Il y a souvent un pont qui a besoin d'être fait, un pont financier à cet endroit-là. Et donc, on a imaginé trois prestations pour venir vous accompagner, faire le lien en fait entre vos études techniques et vos moyens financiers pour pouvoir démarrer votre projet. La première prestation, qui est en verte sur l'écran, qui est l'audit flash, l'optimisation du plan de financement et la proposition de scénario, est une prestation qui vise à, dans un premier temps, faire une analyse financière de la situation de votre collectivité et d'intégrer à cela le plan de financement de votre projet de rénovation, de voir comment celui-ci s'insère dans votre budget et quel est son impact en fait dans le futur sur le budget de votre collectivité et comment son impact peut varier en fonction des sources de financement mobilisées, en fonction du pourcentage de subvention, en fonction du pourcentage d'autofinancement. Si par exemple on a un prêt pour financer ce projet, quels sont les impacts sur votre budget? C'est vraiment un outil d'aide à la décision pour permettre aussi à l'ensemble des élus et des services techniques de comprendre quel va être l'impact en fait de ce projet sur la collectivité. Ça, c'est la première prestation. Ensuite, sur le montage, donc sur la recherche de financement et puis au montage de dossiers, il y a deux prestations. Une première prestation qui est une cartographie des financements. L'idée, c'est de vous donner en fait une liste très précise des financements que vous pouvez mobiliser pour monter votre projet de rénovation. Alors, on ne vous donne pas simplement les noms des subventions. L'idée, c'est de vous donner les critères d'éligibilité, le calendrier, potentiellement la personne au niveau local que vous pouvez contacter pour vous aider à monter votre projet. Vous donner aussi une fourchette en fait
des montants que vous pouvez obtenir, toujours dans cette idée de fiabiliser, sécuriser et faciliter le montage de votre dossier de financement. Et enfin, la troisième prestation, qui est celle de l'appui au montage de dossiers. On sait que par moment, les collectivités peuvent manquer de temps ou de ressources pour pouvoir faire ces dossiers, ou alors ces dossiers peuvent présenter une certaine complexité. Et c'est pour ça qu'on peut mobiliser des experts pour vous aider dans le montage et vous appuyer à obtenir le maximum de ressources financières possible dans le montage de votre projet. Enfin, si, il y a une troisième partie, mais que je vais moins détailler aujourd'hui, qui est l'appui potentiellement si vous souhaitez vous engager dans des montages financiers un peu plus complexes, comme les montages globaux de performance. Euh, dans le même cas, dans la même façon, on peut vous aider aussi dans ces montages juridiques et financiers plus complexes. Merci Philippine. On termine cette partie de présentation de nos offres de la Banque des Territoires avec une intervention de Véronique B, qui est chargée de développement territorial pour la direction régionale Grand Est de la Banque des Territoires et qui va nous parler en particulier de 2 produits financiers que sont l'Eduprêt et l'Intracting. Oui, merci. Bonjour. Oui, donc on a deux propositions d'offres de financement destinées particulièrement pour la rénovation des écoles, hein. L'un, c'est sous la forme de l'Eduprêt. Donc là, c'est sur des gros projets avec un temps d'amortissement assez long, avec un objectif de performance énergétique plutôt ambitieux. Le minimum requis est de 30% d'économie sur les consommations en énergie primaire suite à un audit préalable qu'il faut nous transmettre aussi. Et les caractéristiques financières sont tout à fait attractives puisque ça fait partie de la gamme des prêts les plus bonifiés qu'on ait à proposer aux collectivités locales. Actuellement, il est proposé donc à taux révisable sur le taux du livret A, plus une marge de 0,50%. Pour les rénovations d'écoles, réhabilitation performante, on propose une durée minimale de 15 ans. Et on peut aller plus loin, évidemment. Pardon, excusez-moi, de 20 ans, ça a changé. Et on peut aller plus loin, évidemment, en fonction des besoins d'amortissement. Et il y a aussi une partie d'enveloppe qu'on peut faire aussi à taux fixe sur une ressource BEI. Là, les barèmes sont mensuels. Donc, à titre d'exemple, pour un taux barème septembre, on est sur des durées de 15, 20 et 25 ans qui démarrent à 3,56 et qui sont à 25 ans à 3,97. Le deuxième dispositif de financement, c'est plutôt sur des projets bâtimentaires un peu plus courts dans le temps en termes d'amortissement. Donc, il s'agit du dispositif Intracting. Et là, on est sur un montage un peu particulier, puisque là, on se base en fait sur aussi des études énergétiques et des scénarios qui chiffrent par composante les gains attendus. On en estime un temps de retour sur un financement, de retour d'investissement, pardon, et on propose un prêt adapté dont le montant en fait correspond à des remboursements qui vont être calibrés en montant financier au montant des économies d'énergie attendues, valorisées financièrement. Donc, l'idée, c'est vraiment que ça se finance par les travaux et que ça n'impacte pas plus votre budget. Le prêt est proposé sur une durée plus courte, il est jusqu'à un maximum de 13 ans. Le barème du prêt est à taux fixe et il est également mensuel. Donc là, on a deux enveloppes, une fléchée donc, en ce qui vous concerne sur la rénovation des bâtiments et qui est au mois de septembre proposée à 2,30%. Le montant minimal de ce prêt Intracting est de 100 000 euros et va jusqu'à un maximum de 5 millions, euh, avec une possibilité de 10 millions, mais là, c'est dans un groupement mutualisé de collectivités, de PCI.
Merci Véronique. Alors on arrive à la deuxième partie de ce webinaire où on va cette fois rentrer vraiment encore plus dans le détail sur la façon dont on peut construire son plan de financement pour la rénovation de son école, quels sont les leviers de financement mobilisables. Voilà, on va avoir l'intervention de Paul Girouanin qui va nous donner tous ses conseils d'experts financiers, voilà, qui a accompagné une commune dans le cadre du programme EduRénov, la commune de Munolsheim, qui témoignera d'ailleurs à la suite de Paul. Voilà, ça va être un dialogue entre vous deux. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va essayer de répondre en un quart d'heure à trois questions en essayant voilà, d'être concis tout en détaillant quand même les choses. Donc les trois questions, c'est effectivement déjà quel levier on peut mobiliser. Donc là, on verra effectivement l'autofinancement, toute la partie plutôt aide financière et puis le recours à l'emprunt. Ensuite, on verra concrètement quelle méthodologie on peut mettre en place finalement pour construire son plan de financement, une fois qu'on a ces hypothèses d'entrée qu'on peut faire varier. Et puis enfin, une dernière partie plus courte sur finalement quels sont tous les acteurs de l'écosystème sur lesquels on peut s'appuyer, voilà, potentiellement pour ne pas partir tout seul dans ce projet-là. Donc si on commence donc par les leviers de financement mobilisables, comme je vous le disais, on a partagé les choses voilà, en trois parties finalement. La première, c'est l'autofinancement. On passera assez vite voilà, parce que c'est un sujet que vous connaissez. Le deuxième, c'est toute la partie plutôt subvention. Et puis enfin, le recours à l'emprunt. Donc s'agissant de l'autofinancement, voilà, l'idée c'est que effectivement sur les dépenses et les recettes de fonctionnement, donc on dégage une épargne qui, une fois qu'elle est retraitée effectivement du remboursement du capital de la dette, permet de dégager une CAF nette qui finalement va permettre de financer tout ou partie des investissements donc de la commune. Donc l'enjeu finalement voilà, pour l'autofinancement, c'est effectivement de surveiller, on va dire, sa CAF voilà, d'année en année, s'assurer qu'il n'y ait pas un effet ciseau finalement sur les dépenses et les recettes pour maintenir voilà, une capacité d'autofinancement suffisante qui reste aussi dans les différents seuils voilà, prudentiels recommandés. Et donc cet autofinancement aussi sert voilà, à financer donc, les investissements pour au moins 20% de votre projet. Je passe rapidement hein, sur la capacité d'autofinancement parce que vous connaissez le sujet. On peut passer un petit peu plus de temps, en revanche, sur toute la partie subvention, si ça vous convient. Donc, on peut passer à la slide d'après. Voilà. Donc, sur les subventions, finalement, on a distingué voilà, deux grandes typologies, on va dire, de subventions, même s'il y en a qui se situent un peu entre les deux. Et on a des aides finalement qui vont se situer plutôt sur la phase amont, la phase étude du projet, et puis des aides qui vont se situer plutôt sur la partie phase de réalisation, mise en œuvre. Et puis effectivement, il y en a qui sont un petit peu entre les deux. Donc si on évoque les subventions plutôt sur la partie voilà, phase de réflexion, conception, donc vraiment pré-travaux, alors là, j'ai mis quelques exemples d'aides. Voilà, c'est une liste non exhaustive, mais effectivement, on peut citer voilà, le fonds Chêne hein, qui va permettre de financer des études de maîtrise d'œuvre, des études énergétiques, des prestations d'AMO, etc. Donc voilà, qui est une aide qu'on voit souvent. Il y a le fonds vert également, voilà, qui va permettre de proposer voilà, de financer des diagnostics, des plans de travaux, des évaluations d'impact, etc. Euh, et donc, c'est aussi une aide intéressante. Et puis après, on peut en citer d'autres aussi, de l'ADEME, peut-être un petit peu plus ciblé aussi, hein, parfois, donc sur le photovoltaïque, par exemple, sur les réseaux de chaleur, etc. Et puis des aides plus classiques que j'ai mises en bas, donc la DETR, le DESIL, le FEDER, mais que je vais détailler après parce qu'elle finance aussi finalement la partie réalisation. Mais en tout cas, voilà, c'est des aides qu'on peut avoir en tête. Donc, concernant les aides plutôt qui se situent sur la phase de réalisation, de mise en œuvre, donc elles sont voilà, à différents niveaux finalement. Donc, on a un niveau européen, le niveau national et puis les niveaux régionaux, départementaux. Donc, il y a les aides FEDER voilà, qui sont intéressantes
Notamment, voilà, il y a l'OS 2 points qui s'appelle réhabilitation des bâtiments publics et privés. Voilà, mais il y a d'autres OS aussi qui peuvent convenir et ça dépend un petit peu aussi de la nature du projet, etc. Voilà, donc c'est une aide qui finance la réhabilitation thermique de bâtiments visant des niveaux de performance énergétique et environnementaux élevés. J'ai cité aussi la DESIL et la DETR, voilà, qui sont des aides beaucoup plus larges que la simple rénovation énergétique, mais qui fonctionnent bien. Voilà, pour ces projets-là, si votre commune ne les a pas mobilisés pour d'autres projets, potentiellement, c'est plutôt la DESIL qui est fléchée en premier. Après, souvent, il y a un panachage qui peut être fait entre DESIL et DETR. Les deux, d'ailleurs, sont cumulables. Et puis, dans l'autre aide, finalement, nationale, il y a le FNADT, qui est un petit peu moins usité quand même, mais qui peut potentiellement être mobilisé. Et pour le coup, lui, il n'est pas cumulable avec la DESIL et la DETR. Voilà, donc c'est soit la mobilisation à la DESIL, soit le FNADT, mais rarement les deux. Et puis, il y a également donc, le fonds vert, donc dans son axe 1, notamment de rénovation énergétique des bâtiments donc, publics locaux. Mais il faut pouvoir démontrer voilà, 40% de réduction de sa consommation énergétique. Voilà, grosso modo. Ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, ah oui, pardon, j'avais oublié qu'il reste encore des aides. Donc ensuite, il y a les niveaux départementaux et régionaux. Donc là, effectivement, on ne peut pas euh, voilà, faire une liste de ce qu'on peut trouver un petit peu dans tous les territoires, mais grosso modo, ça vaut le coup aussi de regarder, voilà, côté région, côté département, on peut avoir des aides. Notamment, voilà, là, on avait cité par exemple le fonds de soutien aux projets structurants de la région Hauts-de-France. Donc, voilà, qui finance des projets donc, qui vont contribuer à la démarche REV3 de performance énergétique, et puis aussi des subventions départementales. Enfin, ce que j'avais mentionné aussi, c'est les certificats d'économie d'énergie. Alors, ce n'est pas des subventions à proprement parler, on est plutôt voilà, sur des primes. Mais effectivement, c'est aussi quelque chose à avoir en tête et qui peut, encore une fois, se cumuler finalement avec la mobilisation de ces autres aides. Quelques petits conseils, voilà, ou bonnes pratiques, retour d'expérience quand on travaille finalement sur ces aides-là. Euh, Moi, mon premier conseil, c'est de se dire que, OK, on est dans un projet de rénovation énergétique, mais en fait, le périmètre des travaux peut être parfois plus large. Parfois, par exemple, on peut avoir des travaux de mise en accessibilité d'une partie de l'école, etc. Et donc, on peut aussi aller chercher finalement des subventions qui ne sont pas fléchées absolument rénovation énergétique, mais plutôt des subventions accessibilité PMR. Voilà, j'ai un exemple. On a pu faire ça pour un projet, par exemple. Donc ça, c'est le premier point, c'est voilà, garder en tête que on peut aller chercher des aides pour financer d'autres typologies, on va dire, de travaux à l'intérieur de ce projet-là. Le deuxième point, c'est que sur aide-territoire.gouv, si vous connaissez ce site, il y a un moteur de recherche qui va vous permettre quand même de faire un premier travail de recensement de toutes ces différentes aides. Alors la plateforme est pas parfaite, il faut voilà, renseigner des critères, jouer un petit peu avec les critères parce que c'est pas tout le temps les mêmes aides qui vont tomber, mais en tous les cas, c'est voilà, une première porte d'entrée, on va dire, pour commencer à dégrossir le sujet et puis cartographier les aides auxquelles on pourrait avoir le droit. Voilà, et puis ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que quand on cartographie ces aides, il faut effectivement regarder voilà, l'aspect, est-ce que c'est cumulable ou non, quelle est la nature des travaux financés, est-ce qu'on va financer voilà, du fonctionnement, de l'investissement, quelle est l'enveloppe de travaux qui va pouvoir être financée, quels sont les critères d'éligibilité, est-ce qu'il y a une date d'échéance aussi du dispositif. Donc c'est tous ces éléments-là voilà, qu'il faut regarder avant de prioriser, on va dire, les aides qu'on va vouloir mobiliser. Sur les points d'attention, effectivement, il y a le sujet de garder un minimum de 20% d'autofinancement. Je le disais, voilà, bien vérifier au préalable les conditions d'éligibilité et puis, pour l'avoir fait plusieurs fois, ne pas hésiter voilà, à prendre attache avec les autorités de gestion de chacune des aides, voilà, pour se renseigner, même si on est sur une phase très amont, finalement, du projet, ça permet de se sécuriser potentiellement sur son éligibilité. Passer à la suite.
Hop. Et donc le troisième levier, finalement, c'est le levier de l'emprunt. Donc avec, là, on avait rappelé donc le l'Intracting et les Dupré qui ont été présentés par Madame B tout à l'heure. Voilà, je vais pas redétailler ça, mais effectivement, les trois grands leviers, finalement, c'est son autofinancement, les subventions, et puis effectivement le recours à l'emprunt. On peut passer à la suite. Voilà. Donc, s'agissant plutôt de méthodologie, donc la commune de Mundosheim entrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais je peux vous dresser à grands traits comment est-ce qu'on peut finalement réfléchir à construire son plan de financement. Euh, donc, la démarche peut se comprendre en trois étapes. La première étape, finalement, c'est déjà de faire un diagnostic de l'existant, j'ai envie de dire, et de se faire une analyse financière rétrospective des finances de sa commune. Donc, on prend les 3, 5 dernières années, euh, et puis on regarde justement l'évolution, on va dire, des grands ratios hein, de la collectivité, donc la capacité de désendettement, l'évolution de la CAF, etc. Et puis on regarde finalement si voilà, on est déjà dans une situation financière voilà, plutôt favorable, si au contraire on peut être fragile sur certains aspects. Mais en tout cas, voilà, déjà poser ce diagnostic sur sa situation actuelle de collectivité en se disant, bah voilà, aujourd'hui, je suis dans une situation financière plutôt confortable, ma CAF se maintient bien au fil des années, ou au contraire, déjà, elle est dans une trajectoire où elle a tendance à se réduire, mais disposer déjà de cette première vision. Une fois qu'on dispose de cette première vision, on va se projeter dans l'avenir avec, on va dire, un scénario de référence dit fil de l'eau. Et donc, on va établir une prospective financière. Et donc, sur cette base-là, donc sur la base de notre existant, on va essayer de tirer le trait finalement sur nos différents postes de dépenses, sur les différents postes de recettes. Voilà, comme si finalement la situation de la collectivité continue à évoluer au fil de l'eau sans grand changement majeur. Donc voilà, en se disant que bah voilà, en restant sur la même trajectoire, grosso modo, sans voilà, lever d'impôts supplémentaires, euh, en restant à peu près dans la même trajectoire de masse salariale, dans la même trajectoire de charges à caractère général, etc., etc. Comment vont évoluer mes différents ratios à l'avenir avec voilà, mon rythme d'investissement actuel? Et puis, voir aussi en incluant du coup potentiellement donc, le projet de rénovation et voir si déjà, voilà, comment est-ce que les ratios évoluent. Est-ce que ça suffit et est-ce que on voit que la situation financière de la collectivité finalement voilà, se maintient et tout va bien, ou est-ce que au contraire, voilà, on voit que la CAF s'effondre, que la capacité de désendettement commence à atteindre voilà, un niveau élevé, etc. Mais voilà, on se fait un scénario de référence finalement en se disant, voilà, sans activer de levier supplémentaire, à quoi est-ce que je peux m'attendre demain si je finance mon projet? Et dans une troisième partie, effectivement, on va évaluer des scénarios alternatifs pour se dire, OK, bon, bah, à partir de cet état des lieux que j'ai et de cette première trajectoire, comment est-ce que voilà, je peux imaginer d'autres scénarios possibles? Et donc là, on va réfléchir sur à la fois le recours à des leviers pour améliorer l'autofinancement. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait si j'augmente voilà, mes taux d'imposition potentiellement? Si je prends telle ou telle autre hypothèse, je ne sais pas, sur l'évolution de ma masse salariale, etc. Des hypothèses aussi sur du recours justement à des subventions, en se disant, bah voilà, si je mobilise une enveloppe un peu plus importante de subventions, est-ce que ça permet d'être plus confortable sur mon projet? Dans quelle mesure? Et puis, effectivement aussi, faire varier donc la troisième variable, donc le recours à l'emprunt, en se disant, bah voilà, si je fais un mix entre plusieurs emprunts avec, voilà, si je joue sur les durées, si je joue sur les taux, etc., est-ce que ça peut me permettre aussi voilà, de trouver, on va dire, un meilleur scénario? Et puis après, on peut aussi revoir effectivement la planification de ces différents investissements, reprioriser certains investissements au regard de ce projet-là, etc. Donc on peut jouer aussi sur ça et puis sur l'enveloppe potentiellement aussi qu'on veut utiliser donc pour ces investissements. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur la méthodologie. On aura sans doute le temps d'y revenir avec le témoignage de la commune de Mundelsheim. Et puis la troisième partie, c'était voilà, un petit peu quels sont tous les acteurs de l'écosystème
qui peuvent vous accompagner pour mener à bien ce projet. Parce que, voilà, auparavant, on a parlé plutôt de l'aide financière, j'ai envie de dire, mais il y a aussi de l'aide en ingénierie, du conseil, de l'appui technique, de l'apport d'informations, etc. Donc, c'est une liste évidemment non exhaustive hein, de toutes les typologies d'acteurs. Mais donc, on a parlé, voilà, au niveau plutôt national hein, de la Banque des Territoires et puis du programme et du Rénov', voilà, dont l'accompagnement vous a été présenté tout à l'heure. Il y a aussi, voilà, d'autres opérateurs nationaux à mentionner, l'ADEME, l'OFB, la NCT. J'ai vu dans le chat tout à l'heure qu'on parlait de petites villes de demain. Voilà, donc typiquement, voilà, c'est un acteur aussi important sur ce volet-là. Et puis, au niveau voilà, plus local, sur la page d'après, on va retrouver effectivement encore d'autres typologies d'acteurs. Donc les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les services de l'État déconcentrés aussi, les agences départementales voilà, d'ingénierie, les ALEC, donc les agences locales de l'énergie et du climat, les intercommunalités aussi qui peuvent mettre à disposition voilà, du personnel technique, qui peuvent permettre de mutualiser aussi de l'ingénierie, et puis aussi par exemple les syndicats départementaux d'énergie. Donc il y a toute une typologie d'acteurs voilà, qui peuvent potentiellement aussi vous accompagner dans ce projet. Et puis, ben, justement, quand je vous parlais tout à l'heure de aide-territoire.gouv, donc le moteur de recherche qui permet de trouver finalement, de cartographier les aides disponibles, euh, on va retrouver dans ce moteur de recherche à la fois les aides financières, donc les subventions, on va retrouver aussi les offres de prêts, et puis on va retrouver aussi de l'aide en ingénierie, donc où c'est pas de l'aide financière, mais voilà, de la vraie aide en ingénierie. Et donc là, on va retrouver effectivement toutes ces offres-là d'acteurs aussi que vous pourrez consulter. Voilà grosso modo voilà, ce que je voulais vous présenter à grands traits sur cette partie-là, et donc les éléments de réponse à ces trois grandes questions. Euh, voilà, donc quels sont les leviers mobilisables, quelle méthodologie mettre en place, et puis qui pour m'accompagner. Et donc je vais passer la main à la commune de Mundolsheim, donc, que j'ai eu le plaisir d'accompagner donc à partir du mois d'août dernier jusque là, fin septembre, on est en train d'arriver au bout de nos réflexions. Merci beaucoup, Paul. Je précise juste que du coup, tout ce que tu as présenté sur voilà, les leviers de financement, la construction de son budget, du coup, l'idée, c'est que via le marché à bon de commande de notre programme du Rénov', voilà, c'est une prestation qui est à 100% prise en charge par la Banque des Territoires et qu'on va spécifier en fonction de votre projet, voilà, le type d'aide mobilisable et des aides régionales. J'ai vu dans le chat, par exemple, quelqu'un qui parlait défi Logis pour la région Bourgogne-Franche-Comté. L'objectif, c'est bien sûr que pour chacune des prestations et pour chacun de vos projets, voilà, on va accompagner de façon spécifique. Et donc, je laisse la parole maintenant à Mundolsheim qui va nous expliquer, nous raconter un peu son projet de rénovation et nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont eu recours à cette prestation d'ingénierie financière et ce que ça leur a permis voilà, de faire dans le cadre de leur projet. Oui, bonjour. Dans un premier temps, je vais vous présenter le projet, en fait, hein. Donc, voilà, déjà localisé à Mundelsheim, dans le Grand Est, sur une commune collée à Strasbourg, faisant partie de l'Eurométropole de Strasbourg. Et puis, avec un banc communal très petit, 5000 habitants, on est plus vers 5500 aujourd'hui avec les nouveaux quartiers qui sont arrivés. Des zones d'activité aussi, avec donc un bassin d'emploi conséquent et donc une attractivité aussi par rapport aux équipements qu'on peut proposer. Donc forcément, les écoles sont prioritaires là-dedans. Et puis un potentiel financier élevé par habitant, ce qui explique aussi un certain nombre de difficultés ou de contraintes dans l'élaboration des financements. Voilà, donc une vue aérienne du site ainsi que de ce qu'il y a juste à côté. Donc, nos écoles datent des années, juste avant les années 70. Elles ont été construites en plusieurs tranches. Elles sont toutes un peu sur le même modèle, un modèle qu'on retrouve assez souvent par ailleurs, et donc peut-être un peu emblématique. Après, ça peut faciliter aussi la comparaison. Nous avons fait
des diagnostics sur les écoles et sur l'ensemble de nos équipements pour déterminer quels sont les plus énergivores. Et donc, on est ressorti, voilà, dont on parle donc de cet outil énergétique qui nous a permis de sélectionner les écoles parce que effectivement c'était les plus énergivores et aussi du point de vue emblématique de travailler sur des bâtiments qui servent beaucoup et qui sont emblématiques, oui, aussi de la volonté de favoriser le confort des écoles. Nous avons travaillé avec un AMO pour définir les travaux, pour savoir aussi, effectivement, évaluer un budget, pour savoir qu'il y aurait un phasage aussi sur plusieurs années, parce que c'était assez impossible de le faire en un an, et techniquement et financièrement. Et puis, donc, il y a un, un recrutement de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui n'a pas été fait véritablement sur un concours de maîtrise d'œuvre, plutôt sur des offres techniques, volontairement, justement, pour pouvoir travailler encore les différentes choses en avant-projet. Et l'objectif, donc, c'est de rénover les deux écoles maternelles et élémentaires en gagnant 60% par rapport à l'objectif. Donc, c'est parce que nous sommes contraints au décret tertiaire aussi. Et voilà, les travaux qui ont été envisagés, c'est classiquement l'isolation des murs par l'extérieur, des toitures, du plancher bas, la mise en place d'une ventilation, la mise en place de protection solaire, mais aussi nous avons souhaité travailler sur les extérieurs, donc la déminéralisation des cours, les aménagements plutôt différenciés, végétalisés du parcours de l'école. Euh, et donc, en termes d'énergie, actuellement, on est sur des chaudières gaz avec un appoint sur une pompe à chaleur, mais nous allons intégrer le réseau de chaleur qui va être sur les communes nord de Strasbourg, qui va aussi être un bon facteur d'économie d'énergie, je pense, et qui arrivera en 2026-27. Voilà. Et donc, l'évolution un petit peu du budget des travaux. Donc, il y a eu première phase, donc un montant de travaux élaboré à partir de l'étude de AMO, qui était à 3 400 000 de travaux, hein, uniquement hors taxes. Ensuite, l'équipe de maîtriseur a travaillé, on a vu un certain nombre de choses, on est tombé sur un certain nombre d'informations qui n'étaient pas clairement apparues dans l'étude d'AMO. Donc voilà, on a dû revaloriser le budget. À un moment donné, c'est effectivement allé un petit peu trop loin, parce que c'était allé un petit peu dans une dimension un peu de rêve, plutôt que avec un peu peut-être de manque de réalisme, je ne sais pas, mais voilà, toujours est-il qu'on est arrivé à 4,9 millions. Vous voyez la dérive, hein. Et là, on a travaillé pour qu'on arrive à quelque chose de plus réaliste par rapport à nos financements possibles. Malgré tout, nous sommes encore à 4,2 millions et on va essayer de travailler, de faire quelques rognés par-ci par-là pour arriver à 3,9 millions. Et surtout pour tenir les montants de travaux, les budgets, voilà. L'idée, c'est donc un nouveau budget à 3,9 millions, notamment parce qu'il y a un des bâtiments, et ça c'est important aussi de souligner la mission de l'AMO qui est fondamentale. Un des bâtiments ne peut pas être isolé de façon classique parce qu'il a été, donc, celui qui a été construit en 92, parce qu'il a une structure qui ne permet pas de travailler correctement. Donc nous avons décidé de le démolir et de le remplacer par une partie plus ou moins neuve. Voilà pour la présentation du projet. J'espère que c'est assez clair. Merci beaucoup. De toute façon, je crois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat. On va arriver à la partie questions-réponses à la fin. Mais je crois que vous allez prendre un petit temps pour expliquer l'intérêt que vous avez vu dans la prestation d'ingénierie financière. Je vous laisse continuer. Oui, bonjour. Je suis l'adjoint aux finances de la commune de Mundolsheim. Et la question que je pense que certains d'entre vous se poseront forcément, pourquoi avoir recours à un outil extérieur? La chose est très simple, on n'est pas resté l'arme au pied. En interne, on a des compétences, mais on n'a pas forcément l'outil qui a été mis en œuvre, et j'y reviendrai par le cabinet de Deloitte. Donc, on a fait un travail déjà en interne. Et pour valider ce travail en interne, on a eu une rencontre avec la Banque des Territoires
Il nous a présenté les soutiens possibles, notamment en termes d'ingénierie financière, qui est prise en charge à 100%, qui est très simple et rapide à mettre en œuvre. On y reviendra. Donc, ce travail qui a été fait en interne au niveau financier, il fallait le valider en externe. Nous, en interne, ce qu'on avait fait, c'est de déterminer l'enveloppe maximale et Annick Schwarz-Körner vient de l'évoquer. À force de discuter avec la maîtrise d'œuvre, de nouveaux projets sont nés. Le projet s'est amélioré, mais le contexte financier est que il faut que le projet soit en adéquation avec nos possibilités financières. Donc, ce projet chiffré par l'équipe de maîtrise d'œuvre était supérieur à ce qui était prévu et donc il s'agissait de le faire valider en externe. Comment s'est passé l'accompagnement avec le cabinet de loi? Je disais, c'était très rapide et très simple. Vous pouvez voir sur la durée de mi-mai à fin septembre et étant précisé qu'il y a eu la période de congé, vous regardez globalement, ça représente 2 mois, donc c'était un travail très rapide. Mi-mai, on avait rencontré la Banque des Territoires qui nous a proposé ce dispositif. Il y a eu une première réunion de présentation avec Deloitte mi-juin et M. Giraud nous a demandé, pour réaliser son travail, de lui envoyer tous les documents forcément qui étaient nécessaires. Il y a eu le compte de gestion, le compte administratif, le budget primitif, les états de fiscalité locale que vous connaissez, 1386, 1259, et les fiches DGF des 5 derniers exercices. Réunion de lancement début juillet, et puis début août, M. Giraud nous a présenté cette analyse rétrospective et le scénario fil de l'eau. Il ne revient pas sur l'analyse rétrospective, il l'a détaillé. C'était d'ailleurs l'intérêt, c'est ce qui nous différenciait de notre étude interne, c'est que son étude est beaucoup plus fouillée. Il y a eu un travail rétrospectif sur les 4 derniers exercices et à partir du diagnostic fait, une projection sur l'avenir jusqu'en 2030. Début septembre, il nous a présenté le scénario au fil de l'eau et on a évoqué les hypothèses de scénarii alternatifs. Et ça a été finalisé pas plus tard que cette semaine, donc on est fin septembre. Donc voilà, un travail très positif et rapidement mené au vu des documents qu'on lui a transmis. C'est M. Giraud qui prend la relève. Oui, j'allais dire, il me semble que c'est Monsieur Giraud qui prend le Oui, relais oui, oui. sur cette partie pour Alors, rentrer un peu dans le détail, un peu plus dans le détail de votre accompagnement. voilà. Donc effectivement, là, ça reprend la méthodologie en 3 parties, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que là, au tout début, voilà, on commence par voilà, essayer voilà, d'avoir une première vision déjà de la santé financière de sa collectivité aujourd'hui, avant de se projeter vers l'avenir. Donc là, on va reprendre effectivement sur les 3 à 5 dernières années, voilà, les comptes de la collectivité, et puis on va analyser, comme je le disais, hein, l'évolution des principaux postes de dépenses, de recettes. On va regarder un petit peu, voilà, comment est-ce qu'elles, enfin, leur taux de croissance moyenne, en se disant, bon, bah, voilà, comment est-ce qu'évolue le 0,11, le 0,12, etc. Le niveau d'exécution aussi, pourquoi pas. S'il y a un poste de dépense en particulier qui a l'air d'évoluer, euh, voilà, étrangement, ou sur lequel on se pose des questions, on peut aussi voilà, approfondir le sujet pour mieux comprendre voilà, ce qu'il y avait derrière. Et puis, on regarde un peu les grands indicateurs financiers. Donc, la pression fiscale, le taux d'épargne, les capacités de désendettement, etc., etc. Pour faciliter ce travail, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de récupérer les balances comptables voilà, qui sont publiques, hein, sur le site impôt.gouv, qu'on peut récupérer directement donc là jusqu'à 2024, et ça permet déjà voilà, de pas saisir à la main les budgets primitifs et puis les comptes financiers, au moins sur la partie voilà, jusqu'en 2024. Et puis après, ben, on ne peut pas faire l'économie pour le coup de saisir le budget 2025 à la main et puis de faire une hypothèse de réalisation sur ce budget-là. Sur la partie scénario fil de l'eau, donc c'est la page d'après.
Donc effectivement, on avait travaillé avec la commune sur des hypothèses de prospective en se disant, bon, bah, on va prendre les grands indicateurs macroéconomiques de la Banque de France sur l'inflation, etc. On regarde aussi comment a évolué chaque poste de dépense sur les années précédentes. Et puis aussi, bah, la commune a d'autres éléments voilà, à apporter pour nourrir cette prospective en se disant, bon, bah voilà, il va y avoir deux recrutements, donc en fait, la masse salariale va évoluer comme ci, comme ça. Il va y avoir la cession de tel bien, donc ensuite, on va perdre le loyer sur telle année, etc. Donc, on intègre finalement tous ces éléments-là. On prend des hypothèses communes entre nous sur comment est-ce qu'on va vouloir avoir ce scénario fil de l'eau. Et puis, on va voilà, projeter jusqu'en 2030 voilà, ce que donne la situation financière de la commune. Euh, donc voilà, grosso modo, et donc pour équilibrer finalement le besoin de financement, l'outil va générer un emprunt d'équilibre. Donc voilà, le modèle, on va dire, tient sur la mobilisation ou non d'un emprunt d'équilibre. Euh, euh, voilà. Et donc, une fois qu'on a eu cette première simulation fil de l'eau, effectivement, on va travailler sur les scénarios de financement alternatifs, où là, donc côté dépenses, on peut regarder le montant de l'enveloppe des travaux, donc le périmètre des travaux, les options qu'on va activer ou pas, etc. Le phasage, pourquoi pas des dépenses, revoir peut-être aussi la priorisation des autres projets d'investissement, tenir compte des économies d'énergie réalisées. J'ai vu que dans le chat, ça avait été mentionné aussi, et effectivement, c'est très important. Et puis, on peut rendre des hypothèses aussi sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Et puis, côté recettes, on va regarder voilà, le niveau de subvention, les caractéristiques des emprunts, pourquoi pas aussi faire varier la fiscalité, etc. Et donc, à partir de tout ça, on peut se faire plusieurs scénarios. Voilà, donc souvent, je crois qu'avec la commune de Mundolsheim, on en a fait 4, voilà, qui permettent un petit peu de se comparer. Et puis surtout de voir dans notre modèle économique quels sont les leviers aussi qui, quel que soit le scénario, ont l'air d'être les plus intéressants à mobiliser, etc., etc. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire hein, sur cette méthodologie-là. Et je repasse la main à Monsieur Kurt, je pense, pour le bilan. On a quelques difficultés la qualité est assez médiocre. Est-ce que vous m'entendez? On vous Oui. entend, oui. Ok. Voilà. Quel bilan tirer de notre expérience avec le cabinet Deloitte? Bah, c'est une synthèse que je viens d'évoquer déjà, ce que j'ai évoqué précédemment. Donc, il s'est avéré globalement très positif. Alors, à la fois dans le déroulement qui était rapide et simple, on a travaillé en vidéoconférence. Ça a permis de régler les questions posées et d'ajuster et préciser au fur et à mesure de nos rencontres certaines données. Il y a des choses qui ont évolué depuis la projection interne qui a été faite et donc au fur et à mesure des vidéoconférences, on a ajusté le tir. Pour le fond, notre analyse interne a été confortée, mais elle était surtout objectivée par une analyse plus fine faite par le cabinet de Deloitte, analyse rétrospective sur les 4 exercices. Donc tout ça, ça fiabilisé la projection budgétaire jusqu'en 2030. Et à partir de ce diagnostic, le cabinet nous a proposé plusieurs scénarios alternatifs qui nous permettent d'adapter notre projection en fonction du niveau de subvention qui n'est pas établi au stade actuel. Hein. On est dans les projections et ou de l'évolution des taux de fiscalité qu'on sera éventuellement amené à faire durant la période allant jusqu'en 2030. Alors, l'outil que le cabinet de Deloitte met à notre disposition, il permet aussi d'ajuster l'ensemble de ces paramètres au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Et on a pu voir au travers des vidéoconférences l'intérêt que présente cet outil particulièrement élaboré. Et pour l'ensemble de cet échange, de ce travail mené de manière très rapide, la commune remercie la Banque de Territoire d'une part pour leur soutien, mais aussi le cabinet de Deloitte pour l'appui technique qu'il nous a apporté. Merci à vous pour votre confiance, monsieur Kurt et madame, Martquenner. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vraiment très précieux et j'espère que ça peut donner envie à d'autres collectivités
voilà, de se laisser accompagner par la Banque des Territoires. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous invite à ouvrir vos micros si vous souhaitez poser vos questions. Il y en a eu dans le chat. Ma collègue Philippine a répondu progressivement aux questions, mais s'il en reste, n'hésitez pas. Je vois déjà qu'il y a des mains levées. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et poser vos questions. Oui, je voulais juste remercier, c'était très clair, d'une part, et puis avec cet exemple concret sur la fin, ça donne envie de se lancer parce qu'en fait, c'est toujours le premier pas qui souvent est le plus difficile parce que la question que j'aurais, c'est ce projet-là, en fait, sur la durée, à partir du moment où vous vous êtes dit bon, il faut qu'on fasse et la réalisation, en fait, ça s'étend sur combien de mois, d'années? Sur 3-4 ans. Voilà, d'accord, merci beaucoup. 2026 maxi, au pire 2030, au mieux 2029. Je pense que c'est pour le lancement, c'est la question. Votre question, elle porte plutôt sur le moment où La question, en fait, elle part du moment où on décide, en fait, on décide, où on se dit on va le faire et on commence à travailler sur le projet, voilà, le point de départ. Et puis la réalisation, et puis peut-être le deuxième point après, la fin du financement, effectivement. En fait, il nous a fallu à peu près 3 ans pour arriver au projet. Là, on est encore en phase d'APS, mais aussi il y a eu quelques errements, comme je vous ai dit, des diagnostics qui n'avaient pas forcément été bien posés. Donc, ça nous a fait perdre facilement une année, sinon plus. Mais voilà, il faut compter au moins 2 ans avant de finaliser le projet. Et puis ensuite, effectivement, une année d'études et puis 3-4 ans de réalisation, puisqu'on est obligé de travailler en phase dans des écoles occupées. Voilà, OK. Merci pour ces explications. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu à un moment donné des mains levées, mais en fait, je ne vois pas ce qui se passe, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'aurais une petite question. Nous, on est également comme vous en phase de rénovation, enfin de lancement d'une rénovation. Nous, on n'est peut-être pas arrivé à votre niveau dans le sens où on est au niveau du concours donc, pour le recrutement de l'architecte. Nous, il y a eu un souci qui a ralenti le dossier, c'est que quand notre AMO a fait l'analyse, on devait louer des Algeco. Et l'AMO nous a chiffré l'allocation des Algeco durant les travaux qui vont durer à peu près 14 mois à 700 000 euros. Est-ce que vous avez eu aussi cette problématique? Oui, effectivement, c'est très coûteux, hein. C'est très coûteux. On avait aussi un chiffre assez important, peut-être pas 700 000, mais pas mal. Alors, on a réussi à le réduire en travaillant avec la maîtrise d'œuvre pour rendre le phasage plus efficace, pour éviter d'en apporter quelques-uns, quoi. D'accord, oui. Oui, parce que nous, on n'a pas la même configuration. Nous, c'est un seul bâtiment, en fait. Ah Et oui, le là, on phasage va arrive à être faire très, très, très compliqué, en fait. on peut faire un peu des opérations tiroirs parce qu'on a la chance aussi d'avoir dans l'école élémentaire des classes qui ne sont pas occupées. C'est-à-dire, on a 17 salles de classe et on a 13 classes. D'accord. Donc ça nous permet de jouer un peu. Mais on aura quand même besoin d'Algeco et c'est vrai que ça coûte très cher par rapport à ce que ça semble être. Et vous n'avez pas trouvé de solution pour les faire financer ou de voir comment on pouvait les financer en dehors des fonds propres? Ça fait partie du projet, quoi. C'est un peu difficile à identifier. Ok. Je pense que le cabinet Delmotte va avoir du monde derrière cette. Parce que ce que je trouve très bien, moi, c'est que nous, on a bénéficié aussi d'un autre programme PVD+. Et on est un peu sur notre fin dans le sens où on a des potentielles subventions. Ils ont travaillé sur la partie subvention et pas sur la partie comment financer les prochaines années par rapport à une analyse du budget. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant
C'est de voir dans le temps comment le projet est financé. Et nous, on n'a pas eu cette aide, cette aide. Nous, ça s'est juste basé sur comment financer à l'instant T les subventions. Donc, je pense que le cabinet va avoir du monde, ils vont être sollicités. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont Oui. posées dans le chat. Ouais, n'hésitez pas. Oui, moi je veux bien intervenir. Donc c'est Christophe Bartholin, c'est pour Courcy, c'est près de Reims, où on est en train de constituer avec un petit village, sur une ancienne base aérienne, un tiers-lieu éducatif. Donc juste simplement pour témoigner par rapport à la présentation qui vient d'être faite, effectivement que c'est un parcours qui est long et ardu, hein, pour pouvoir amener une petite collectivité à porter un projet de rénovation et qui puisse être très ambitieux. C'est pas évident de trouver les dispositifs d'aide et c'est pas très évident de mobiliser les différents financeurs publics ensemble. Donc ça peut amener à un moment la collectivité de se dire j'y vais pas, et puis la nécessité d'avoir des jalons qui permettent de se dire à un moment ben, je peux revenir en arrière parce que ça va pas le faire, quoi. Et un village, ben, il n'a pas un budget qui est extensible, absolument pas. Il n'a même pas de marge d'optimisation, donc il ne peut pas se permettre de se mettre dans le rouge euh, par des aléas qui peuvent apparaître. Or, comme on l'a vu dans l'exemple qui vous a été montré, c'est la communauté de maîtrise d'œuvre n'est absolument pas acculturée à ça, et sont plutôt en train de suivre le cours du fil de l'eau. Et donc, dès qu'on a appuyé sur le bouton, on va étudier la chose, on arrive rapidement à des augmentations de budget qui, plus est dans la conjoncture actuelle, sont quasiment systématiques. Donc ça, c'est une problématique qui fait que les collectivités, elles prennent du temps à s'engager. Et nous, on résout cette question-là en le faisant porter à travers une association, qui est là, en l'occurrence, une association qui a un périmètre européen, puisqu'elle vise à faciliter des rénovations innovantes d'écoles dans plusieurs sites pilotes européens. Donc le premier, là, il est à Courcy, pour arriver à mobiliser ensemble plusieurs acteurs publics, et puis également une coopérative qui fournit le lieu, mais qui ne peut pas le fournir comme ça. Elle peut le fournir pour une durée, pour le chantier, mais elle a elle aussi des contraintes économiques. Donc voilà, après chercher des subventions avec un projet qui n'existe pas, on remercie grandement la Banque des Territoires de nous avoir soutenus dans le cadre de l'appel à projet innovant, pour nous donner un coup de pouce de démarrage par rapport à notre projet qui inclut aussi un chantier formation. Mais voilà, donc je voulais juste intervenir pour dire que c'est effectivement très, très compliqué, et il faudrait qu'on arrive à avoir au niveau territorial certains acteurs qui se positionnent en facilitation, euh, parce que les collectivités sont très désarmées dans le contexte aujourd'hui pour pouvoir mener des projets ambitieux, parce qu'il faut bouger les lignes, il faut changer les budgets. Et dans l'année qui vient, on sait tous qu'en 2026, on est plutôt avec des services qui sont en train de se cramponner sur leurs actions passées pour essayer de les sauvegarder. Et donc, ça se déroule au niveau des directeurs généraux et au niveau des élus. Et en plus, en année électorale, donc on est dans une zone de trou d'air, où il faut trouver des solutions intelligentes pour pouvoir passer. Donc voilà, je voulais simplement exprimer ces éléments de contexte, je pense qu'ils peuvent nourrir aussi la démarche. Merci pour votre témoignage. On arrive un peu au bout du temps imparti. Donc c'est vrai, il y a beaucoup de freins, c'est compliqué de mener un projet et voilà, c'est difficile de trouver des aides, mais du coup, il y en a. En tout cas, chez nous, à la Banque des Territoires, aujourd'hui, on voulait vraiment mettre l'accent sur la partie prestation d'ingénierie financière, parce que c'est souvent là que voilà, les projets s'arrêtent. En fait, il y a des structures d'accompagnement au niveau local, Philippine le disait. Nous, on vient en complément de l'accompagnement des ALEC, des agences locales de l'énergie,
l'énergie, du climat, j'en vois qui sont connectés, des syndicats d'énergie, voilà, on devient un complément des économes de flux, des conseillers en énergie partagée, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent au niveau local. Et lorsque ces structures ne pourraient pas vous accompagner ou qu'il n'y en a pas sur votre territoire, n'hésitez pas à nous contacter. On a même mis un mail type que vous pouvez envoyer à Philippine Soupiro, qui est donc chargée d'ingénierie du programme et du Rénov', pour solliciter l'accompagnement tel que l'a décrit Paul Girohanin, donc l'accompagnement que peut faire Deloitte, par exemple. On a d'autres prestataires aussi dans le cadre de ce marché. Donc n'hésitez pas à nous écrire pour cette prestation, mais pour d'autres aussi. On accompagne aussi en ingénierie technique. Voilà, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Je vais devoir clore ce webinaire parce qu'il est déjà 10h01. Merci beaucoup pour pour voilà, tous ces témoignages, pour les interventions des différents participants et puis pour votre présence nombreuse. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur YouTube, et on vous enverra, bien sûr, à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire, on vous enverra la présentation, le support de présentation, voilà, pour que vous puissiez vous y référer si besoin. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Bonne journée.